Là, c'est un jardin que j'aime bien. Parce que d'abord, on est un peu au-dessus de la ville. On est sur un plan supérieur de la ville. On est comme dans une deuxième ville ici, on est dans la ville aérienne. On est à l'étage des chats, des montes en l'air, des amoureux, des pigeons, des gargouilles. C'est une population qui est aussi sympathique que celle de la rue, quoi. Et puis surtout, c'est un paysage alpinistique pour moi, parce qu'il y a très longtemps, j'ai arrêté bien entendu, mais il y a très longtemps, quand j'étais adolescent, je grimpais sur les monuments en faisant attention de rien abîmer. Et j'ai grimpé la plupart des tours de pierre qu'on voit surnager de cet océan de zinc, là. Saint-Sulpice, Saint-Germain-des-Prés, la Tour Eiffel, évidemment, moult fois, Saint-Séverin, Notre-Dame de Paris, Saint-Gervais, le Sacré-Cœur. Moi, quand j'avais 15 ans, c'était compliqué pour moi d'aller à Chamonix. Même Fontainebleau, c'était un voyage, c'était lointain, je n'avais pas de véhicule. Alors évidemment, on se rabat sur ce qu'on peut. Et ce qu'on peut quand on est parisien, c'est les façades. Et ça m'amuse de considérer la ville comme un terrain de jeu. Les toits, les arêtes, les faces, les gouttières. Tout d'un coup, les façades vous apparaissent des parois, les rues vous apparaissent des vallées. Les troquets vous apparaissent des camps de base, voilà. C'était il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, il en a 40, mais Sylvain Tesson, devenu écrivain, journaliste et voyageur, est toujours aimanté par les altitudes. Moi, je suis du côté des chats, de toute façon. Moi, je suis le frère des chats. C'est des animaux qui ont de l'équilibre, qui sont un peu tristes et qui essayent, quand ils traversent une pièce, de ne pas laisser trop de traces. J'aime bien ça, moi. Il y a une chose qui est un grand plaisir pour moi, c'est d'aller vers une jeune fille que j'aime par les toits. Passer directement d'une gouttière à des bras aimés. C'est chez vous, ici? Oui, ici, on est rue Saint-Séverin. On est au cœur du vieux Paris et c'est chez moi, c'est-à-dire c'est chez moi comme un port est un bateau, parce que je suis quand même très souvent absent d'ici, mais c'est le lieu que j'aime ici. Puis les miens sont quand même français, je veux dire, c'est mon pays ici. Et je me sens européen, et puis je me sens un peu de Saint-Séverin. C'est un beau quartier, c'était un quartier de voyageurs. D'ailleurs, autrefois, il y avait des pèlerins de Saint-Jacques qui partaient. C'était leur premier col en haut de la rue Saint-Jacques. Vous avez écrit que cet appartement, c'est votre camp de base. Oui, c'est vrai, c'est une certaine mesure, c'est un camp de base, c'est tout, c'est un bureau, pour moi, c'est une chambre, c'est une bibliothèque, et puis c'est une vue, et c'est un camp de base dans la mesure, je m'amusais à dire ça du temps où il y a très bien longtemps je grimpais les monuments, parce que c'est vrai que c'était là où je préparais mes cordes avant d'aller sur les flèches. Mais comme c'est aussi là où je prépare mes voyages, où je les imagine, et c'est en cela que ça peut être comparé à un camp de base, oui, à un port. Puis comme c'est vrai que mes voyages sont des voyages qui se passent dans la nature, souvent sauvages, souvent profondes, et que j'aime bien les contrastes, j'aime bien les oscillations entre les extrêmes. Et quitte à vivre en Europe, je préfère vivre dans un vieux cœur historique d'une grosse mégapole, plutôt que dans quelque chose qui ne serait ni la ville, ni la vraie nature, et qui s'appelle la campagne. C'est l'objet le plus important de ma vie, ça, c'est les livres. Alors là, j'ai par exemple quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui est Peggy. Voilà, les œuvres complètes. Ça, je l'ai emporté souvent en voyage, ce livre. La poésie de Peggy. Moi, j'aime bien passer à côté des livres et puis on les entend murmurer. Franceschi. Vous les entendez murmurer? Oui, j'entends les livres qui murmurent, quoi, parce que je sais ce qu'il y a dedans, je les ai lus et je me souviens de phrases magnifiques, je sais exactement où sont les choses que j'ai notées. Par exemple, je sais que
Dans le 70 s'efface de Ernst Junger, il y a une phrase très belle sur les arbres où Junger à un moment dit croire que c'est une superstition de toucher du bois. Ça n'est pas une superstition car tout le monde sait bien que les dieux sont dans les arbres. C'est tout à fait magnifique. Alors, moi je sais où sont ces phrases, c'est des phrases que j'ai aimées, que j'ai soulignées, et c'est ça que j'appelle le murmure des livres, quoi. Enfin, quand je vois le titre, je m'en souviens. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai quelques romans d'aventure, là, voilà, des récits d'aventure, des amis d'ailleurs, Jean-Louis Etienne, encore Franceschi. Et puis, les rayons importants pour moi, bah, c'est celui-là en fait, c'est la poésie. Alors, elle est là, voilà. C'est un peu comme l'enfer, parce que la poésie, ça brûle. Alors voilà, là, j'ai mes livres chéris, quoi. J'ai mon anthologie de la poésie russe. J'ai Rimbaud et Lautréamont, j'ai Walt Whitman, j'ai Apollinaire, bien sûr, le flâneur des deux rives. J'ai des choses, j'ai Pibrac, de Pierre Louis, mais sur lequel nous jeterons un voile pudique. Je n'aime pas avoir la danseuse trop nue qui s'est rasé les poils jusque à l'ombilic pour découvrir sa vulve entr'ouverte et charnue dont la babine humide excite le public. C'est ça l'enfer. Quel est celui que vous avez le plus lu, le plus de fois? Ça doit être les fragments d'Héraclite. Il est là d'ailleurs, sur mon bureau, là. Les fragments d'Héraclite. Ça doit être le Roi des Aulnes de Goethe, qui est là, voilà, avec ce dernier. Enfin, je le lis en français parce que je connais pas bien les langues étrangères. Ça, c'est un poème que je lis quasiment tous les jours. Le père a grand-peur, il chevauche vite, il tient dans ses bras l'enfant qui gémit. Il atteint la cour, un dernier effort. Déjà dans ses bras, l'enfant était mort. Enfin, c'est de la poésie. Le livre, le roman, il n'y a pas un roman que j'ai relu. Il y a des livres qu'on laboure, mais c'est les livres de poésie. C'est peut-être Junger que j'ai le plus labouré. Dans le sens où on revient comme ça à un livre, comme on revient sur une terre, comme on revient à une femme, comme on revient à un plat, comme on revient à un spectacle d'ailleurs. Mais je ne suis pas l'homme d'un livre. Je ne sais plus qui disait « je me méfie de l'homme d'un livre ». C'est peut-être pour ça que je me méfie des monothéistes, moi, parce que je me méfie de l'homme d'un seul livre. Vous citez tout le temps des auteurs, c'est impressionnant. Quand je lis n'importe quoi, un topo d'escalade, je me souviens de tout, alors c'est embêtant, parce que tout ça finit par vous encombrer l'esprit. Or, la citation permanente, le recours à la citation permanente, qui est d'ailleurs un exercice extrêmement ringardisé, aujourd'hui tout le monde vous regarde avec des yeux ronds en vous prenant pour un vieux pépé du Collège de France. Quand vous convoquez une phrase pour essayer de la faire correspondre à une situation, on trouve que c'est un exercice qui est très dépassé, très désuet, et qui n'a plus cours aujourd'hui. Parce que c'est un peu un salut aussi, c'est une célébration au maître que vous admirez, et cette chose-là n'est plus très en vigueur. Et or, quand vous avez comme ça cette permanente conversation avec vos lectures, c'est un peu le cache-sexe de la pensée quand même. Ça vous affranchit de penser. Le fait qu'à chaque situation, qu'à chaque moment de votre vie, une phrase surgisse, ben, ça vous affranchit de la créer vous-même, la phrase. Et donc ça vous affranchit de penser. Penser, c'est progresser comme ça à l'aveugle dans la forêt et trouver une clairière, c'est ça. C'est d'ailleurs la définition de la pensée par Heidegger. Vous voyez, même quand il me vient une image, ce n'est pas de moi. C'est triste. C'est triste, c'est un encombrement et c'est une obsession, c'est un brouhaha, c'est une pulsion parlante. Je crois que c'est Barthes qui disait ça, voilà, la pulsion parlante. Et dont les vrais poètes réussissent à se déprendre. Et les vrais poètes sont tout à fait blancs, ou tout à fait noirs, mais tout à fait vides au-dedans d'eux au moment où la poésie les visite. Je suis malheureux quand je lis pas. Oui, le matin. Malheureux. Bah oui, je suis malheureux. Je pas bien, quoi. Je lis. J'ai rarement pas lu une journée, sauf peut-être quand je fais de l'escalade. Bah, j'en emmène en voyage des livres, de la poésie. Finalement, maintenant, j'emporte de la poésie. Je vais pas lire un roman en voyage, quoi. Ça n'a pas vraiment de sens, en fait.
faut emporter de la poésie. Puis il faut l'apprendre, puis il faut la réciter. Ma bibliothèque, elle continue parce qu'il y a un étage. Alors voilà, j'ai encore un peu de réserve, j'ai encore un peu de place, mais je commence à être envahi, vous voyez, c'est embêtant parce que là, il y a toute ma réserve qui est déjà envahie. Moi, j'ai beaucoup de mal à me séparer des livres. C'est pas bien d'ailleurs, il faudrait se séparer des livres, car au fond, une bibliothèque devrait tenir dans une valise en fait, avec les 10 livres de votre vie. C'est un peu une boulimie de livres que d'avoir une grande bibliothèque qu'on remplit comme un sac. Il vaudrait mieux en fait serrer dans une valise prête à être emportée en cas de nécessité de fuite les 10 ou 15 livres de sa vie. Alors si vous aviez à fuir... Justement, tout mon problème est que moi, étant encore dans cette boulimie, je sais pas, je sais que je prends un Héraclite, par exemple, ça c'est sûr, les fragments. Je prendrais probablement mon Peggy. Je prendrais le Spleen de Paris de Baudelaire. Je prendrais les Chants de Maldoror de Lautréamont. Je prendrais les Élégies de Marienbad de Goethe. Je prendrais les comédies de Shakespeare. Je prendrais des choses comme ça, enfin des choses indispensables à la vie, quoi, aussi indispensables qu'un couteau et une lampe de poche. Mais je détesterais avoir à faire ça. Je préférerais pour le coup voyager lourd. Quand on le pousse, Sylvain Tesson explique que ce qu'il a de plus précieux, ce sont ses carnets, un journal intime. Le vrai journal intime, celui que vous ne publiez pas, qui sont simplement les notes de ce que vous avez vécu, l'archivage de votre vie, le greffe de ce que tous les jours vous avez vécu. Ça vous oblige à mieux écouter ce qu'on vous dit dans la journée, ça vous oblige à mieux regarder ce qui se passe autour de vous, parce que vous savez que le soir, vous aurez le rendez-vous avec votre page blanche et que vous devrez l'honorer. Et il en va exactement de la même manière lorsqu'on est adolescent et que pour la première fois on invite une fille à dîner et qu'on se dit mais qu'est-ce que je vais lui raconter ce soir, je ne sais pas, je suis démuni. Et du coup, dans la journée, on essaye de moissonner des sujets. Et bien, le journal intime, c'est ça, c'est le rendez-vous qu'on aura le soir de manière disciplinée, systématique, organisée, avec sa page blanche pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Cette hygiène-là vous oblige à un surcroît de vie. Ils sont dans une boîte qui ne me quitte pas, que je cache un peu, parce qu'évidemment, le journal intime, ça vous met en état de vulnérabilité profonde, puisque vous dites tout dans un journal intime. Vous racontez tout, donc vous racontez ce qui se passe avec les gens. Donc il y a des gens, évidemment, qui seraient pas du tout contents de lire ces choses-là. Je détesterais, moi, que quelqu'un lise mes journaux. En revanche, moi, j'aime les lire, parce que, en plus, ce sont un peu des outils de travail. Puisque je note dedans des idées, je sais pas quoi, de poèmes, je note des idées de nouvelles, des choses que j'ai entendues, des fragments, parfois des gens qui m'ont ébloui, d'autres qui m'ont vraiment couru sur le haricot, alors je note tout ça. Personne ne les a jamais lus. Ah non, personne ne les a jamais lus. Moi j'ai une tradition, c'est que je les relis systématiquement. Mes journaux intimes, je les relis systématiquement le 31 janvier à la Saint-Sylvestre. Je relis mon année. Je relis, je mets 3-4 heures, je bois de la bière et je relis mon année. Et je me dis, ah mais c'est merveilleux parce que cette chose-là, je l'ai oubliée. Et je suis content de l'avoir notée. Donc c'est aussi le journal intime, une manière de piéger le temps. L'effroyable rouleau compresseur du temps qui passe et qui dissout tout et qui détruit tout et qui mange la vie, le temps mange la vie, et bien le journal intime le retient. C'est un filet en même temps, c'est un piège pour le temps. C'est le tue-mouche du temps. C'est de la colle et le temps se prend là-dedans. Et moi, il est très anecdotique, mon journal intime. C'est pas du tout un journal de réflexion. Pour ça, j'ai les bloc-notes ou j'ai mes livres. C'est un journal anecdotique. C'est ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, qui j'ai rencontré, à quoi ressemble le monde que j'ai traversé ce jour-là. Voilà. Et c'est un journal c'est une photographie. Et donc c'est un supplétif, c'est la béquille de ma mémoire. Parce que ma mémoire, je lui fais pas du tout confiance. Nous sommes des machines à oublier. C'est aussi le fait très rassurant de se dire que voilà, une vie c'est ça. C'est quelques carnets. C'est pas grand-chose une vie, hein. C'est des bouts de papier et puis ça finira par le feu. C'est donc quelque chose de profondément héraclitéen. C'est grec.
Alors pour me prémunir de toute chose, j'ai un très cher ami qui s'appelle Cédric Gras, qui est un alpiniste, un géographe d'ailleurs, un écrivain aussi, qui a écrit sur Vladivostok de très beaux livres. Donc lui, il se chargera de détruire par le feu mes carnets si jamais je meurs dans l'escalier. Ou en tombant d'une paroi, ce qui serait quand même, à mon avis, plus efficace. Le Fontainebleau dont il rêvait quand il avait 15 ans, il y va parfois lorsqu'il est à Paris. Ce matin-là, le temps n'était pas à l'escalade, mais à la marche. La marche vous plonge dans une autre dimension du temps. Elle vous... Et puis surtout, la marche, en fait, je me suis aperçu que c'était une sorte de mise à disponibilité totale de l'esprit. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand il vous manque un mot, vous êtes à votre table de travail, vous marchez, vous faites les 100 pas pour trouver le mot, vous essayez de réfléchir. La marche met en branle, met en œuvre, comme par un principe de thermodynamique, les idées, la marche des idées. J'ai toujours remarqué ça. J'ai fait des milliers de kilomètres, j'en ai peut-être fait trop, j'ai fait des milliers de kilomètres dans les taïgas, dans les steppes, dans des endroits totalement désolés. Quand vous avez devant vous 50 km de steppes, ben vous êtes obligé de vous saisir d'une idée et puis de réfléchir et d'essayer ensuite de progresser dans votre pensée pour ne serait-ce que pour échapper à l'ennui. Mais l'ennui est fécond. Et c'est d'ailleurs pourquoi la marche est tellement inactuelle. Puisqu'aujourd'hui, l'ennui, la solitude et le silence ont été décrétés ennemis suprêmes. On n'a plus le droit de s'ennuyer, on n'a plus le droit d'être dans le silence. Et la marche, au contraire, elle célèbre tout ça. En tout cas, elle vous comble de tout ça. Et donc, elle vous oblige à aller chercher votre jubilation en vous. On pourrait avoir l'illusion d'une taïga. Une taïga, c'est une forêt à croissance lente, parce qu'à hiver froid. Et alors ici, ce n'est pas vraiment on est en climat tempéré, mais il y a quand même des espèces qu'on retrouve dans la taïga, le cèdre, le bouleau, le pin, et puis ce substrat comme ça assez fourni. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de rhododendron et un peu moins de bruyère, mais on pourrait être dans une sorte de taïga du Baïkal. Dans presque tous ses livres, Sylvain Tesson a écrit sur les forêts. Moi, c'est ma voûte en fait. Après mon enfance chez les frères catholiques, j'ai quitté les voûtes de pierre pour me retrouver sous les voûtes des arbres. Chacun sa voûte. C'est une église comme une autre. Ces forêts et cette nature qu'il vénère, il les a racontées dans l'Axe du Loup, ce voyage de 9 mois sur les traces d'un évadé du goulag. Et c'était un voyage que j'ai accompli notamment parce que je n'avais plus trop envie de ma vie parisienne et parce que je trouvais que la liberté était un motif qui justifiait absolument qu'on s'intéresse aux évadés du goulag. Je trouve que c'est un motif magnifique, l'évasion. Et c'est ce qui m'intéresse dans le destin des hommes, d'ailleurs. Je préfère les irréguliers aux grands hommes d'ordre. Je préfère les marges, je préfère les confins d'ailleurs au centre. Enfin, cette fascination pour les marges, je l'applique même à la géographie. Je préfère les Finistères au centre, je préfère les extrémités et du coup les falaises aux grandes plaines intérieures. Je préfère les êtres débordants aux êtres trop ramassés. Il me semble que je suis un homme plutôt des pourtours que de l'intérieur. Son voyage dont on a le plus parlé a été statique. Il est resté 6 mois seul dans une cabane au bord du lac Baïkal. Il l'a raconté sous le titre « Dans les forêts de Sibérie ». Beaucoup de lecteurs l'ont découvert avec ce livre. J'avais quand même des pêcheurs qui de temps en temps venaient me visiter, mais il m'est arrivé quand même de passer 2 mois sans voir même l'ombre d'une silhouette humaine. Mais la vie en ermite m'a paru extrêmement facile. Vivre seul, c'est très agréable au fond. C'est la liberté profonde. C'est presque vertigineux d'ailleurs.
Car vous vous levez le matin, vous êtes devant le ciel, vous êtes devant le lac, vous êtes devant la montagne, et vous avez devant vous 24 heures blanches qu'il vous faut remplir et qui sont à vous, et comme 24 fleurs blanches, comme 24 pages blanches, et vous savez qu'il n'y aura pas l'intrusion des autres, et vous savez qu'il n'y a pas la pollution d'une seule préoccupation, et vous savez qu'elles sont très pures, elles sont très diamantaires, elles sont un peu tristes parce que vous n'avez pas non plus la possibilité d'une oreille ou d'une épaule pour vous appuyer, ou d'une oreille pour vous écouter. Elles sont 24 heures offertes, abandonnées et peut-être un peu mélancoliques, mais elles procurent davantage de joie que de tristesse, ces 24 heures-là, les 24 heures de liberté pure. J'aime bien l'idée de courir la montagne ou la lande, et puis ensuite revenir m'asseoir à cette table et lentement, doucement, ruminer, macérer et écrire. Moi, je suis un fou de mots, bien entendu. J'aime les mots. D'abord, les mots sont des voyageurs. J'aime aller à la source des mots. J'aime détricoter le mot, l'origine du mot. Et donc, on fait des voyages quand on s'intéresse aux mots et qu'on retourne à la source des mots. Puis j'aime la bizarrerie des mots, quoi. Quand tout à coup, dans un glacier, une roche est incluse à l'intérieur de la glace, et qu'en avançant, elle vient découper, elle vient labourer le substrat granitique sur lequel glisse le glacier, on appelle ça une cupule de broutage. C'est-à-dire qu'il y a des types qui ont inventé que ce truc s'appelait une cupule de broutage. Ça, ce sont des mots très fleuris. J'aime bien ces mots. On me fait souvent l'accusation dans mes livres de dire « Oui, mais alors c'est extrêmement pédant parce que vous utilisez des mots qu'on ne connaît pas. » Mais il me semble, moi, que c'est plutôt agréable. C'est agréable quand on vous présente vos amis. Et bien, quand un écrivain vous présente les mots qu'il aime et que vous ne connaissez pas, moi, ça me réjouit quand je découvre. Pour ça, je lis Huysmans avec un dictionnaire. J'ai le Littré en 4 tomes. Je me le suis acheté un jour, le jour de mon anniversaire. Et je consulte le Littré. Et je fais un voyage et je découvre un mot et je suis très heureux. J'adore découvrir des mots. C'est pas pédant d'utiliser des mots compliqués. On écrit aussi un jour parce qu'on est à la poursuite d'une phrase et qu'on aimerait un jour qu'elle sorte. Et donc, c'est la phrase de Pierre-Louis qui disait « J'écris pour savoir ce que je pense ». Alors, on écrit pour ça. Moi, j'écris un peu pour ça. J'écris pour savoir ce que je pense. Et puis, j'écris aussi parce que je poursuis les phrases. J'aimerais bien un jour écrire vraiment... Par exemple, quand je sais que Jules Renard, en voyant un papillon, a dit « C'est le billet d'amour que s'envoient les fleurs », ou quand il voit un cheval, il dit « Le seul animal dans lequel on puisse planter des clous », ou quand il voit une femme, il dit un nid entre 2 branches pour le sexe d'une femme. C'est tout à fait magnifique. Alors moi, j'écris des aphorismes, qui sont parce que ça m'amuse, quoi. Et j'aime bien l'idée de l'aphorisme, j'aime bien l'idée de la forme courte, j'aime bien l'idée de la formule, j'aime bien aussi l'idée de précipiter au sens chimique du terme une vision, une pensée, une méditation, un spectacle dans le concentré des mots. Par exemple, je vous donne un exemple, je pense que lorsque La Bruyère dit « L'homme ne fait que 3 choses, il naît, il vit, il meurt, il ne se sent pas naître, il redoute de mourir, il oublie de vivre », je pense que cette phrase qui est terrible, qui est d'un pessimisme affreux, qui est une phrase d'une certaine manière pré-nihiliste en fait, eh bien, elle dit beaucoup plus de choses que de longs traités de philosophie. Voilà, il y a une puissance cinglante de l'aphorisme. Vous êtes un grand pessimiste. Alors il y a une blague russe que j'aime bien, c'est le pessimiste, c'est le type qui dit « Oh là là, ça peut pas être pire ». Et l'optimiste dit « Mais si ». Enfin bon, ça c'est une pirouette. Mais l'optimiste et le pessimiste, a priori, peut-être partent du même principe, à savoir que le monde va pas très bien, et puis il y en a un qui croit que les choses vont changer. Mais moi je suis pessimiste parce que je lis. Et que je lis à la fois les journaux et les livres. Donc quand on lit les journaux, on peut pas se dire que l'humanité est une réussite. C'est pas possible. C'est pas possible. Et quand on lit les livres, on ne peut pas se dire que les choses changent. Puisque quand on lit Héraclite, quand on lit Ovide et quand on lit Lucrèce, on se dit, et quand on lit Sophocle, quand on lit le Électre de Sophocle, on se dit mais c'était pareil, le monde était aussi beau et aussi vilain, et les femmes étaient aussi en colère,
Et il y avait autant de noirceur et dans certaines âmes et de splendeur dans d'autres qu'aujourd'hui. Rien ne change. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'idée de l'éternel retour, qui est une idée très triste mais très consolante en même temps. Que tout revient, que tout passe, tout se meut, tout s'écoule. Voilà cette phrase d'Héraclite. Il y a des flambeaux dans la nuit quand même, ne serait-ce que les gens qui créent des œuvres, vous voyez, ou parfois de belles gens, de belles âmes, il y en a quand même. Il faut les chercher, il faut s'en entourer, il faut les choyer, il faut les chérir, il faut les protéger, il faut les célébrer, il faut essayer de les détecter d'abord. Et du coup, le fait de savoir ça vous affranchit de l'idée, de cette idée que les choses iront mieux demain. C'est pour ça que moi, le monothéisme ne m'intéresse pas beaucoup. Je trouve surtout la pensée grecque tellement plus belle, tellement plus solaire, tellement plus forte, tellement plus jaillissante et tellement plus, au fond, tellement plus riche, plutôt que l'histoire de, oui, attendons la vie éternelle, attendons demain, mourrons au monde, etc. Moi, je préfère être dans la jouissance. Vous voyez, paradoxalement, le pessimisme mène à une certaine jouissance de vivre, parce que si vous êtes très pessimiste de l'intérieur, si vous n'attendez rien de demain, et si vous considérez que de toute façon tout répond à un grand mouvement cyclique et d'éternel retour, eh bien, vous jouissez de l'instant. Vous êtes malheureux, enfin, vous êtes plutôt mélancolique, parce que vous êtes lucide, mais vous allez vivre sur les parois, dans les tavernes, dans les bibliothèques et dans les bras des femmes. Depuis un premier tour du monde à vélo à l'âge de 20 ans, il n'a pas cessé de s'embarquer dans des aventures lointaines. Mais je crois que le voyage qui m'a le plus plu, le plus marqué au-dedans de moi, parce que j'ai eu une sorte de, non pas de révélation, mais de grande complicité avec mon calepin et mon carnet intime, c'est quand je suis parti tout seul. La première fois que je suis parti tout seul, voilà. Et pendant 9 mois, je suis parti de la Sibérie jusqu'à l'Inde à pied pour refaire l'itinéraire des évadés du Goulag. Et il m'est apparu évidemment que la solitude est une extraordinaire machine à susciter l'envie d'écrire, tout simplement. Lorsque l'on est avec un copain, on a envie de fumer un cigare et de parler, de dire des choses. Et lorsque l'on est seul, on est d'abord étreint par une sorte de mélancolie, par un sentiment océanique. C'est Romain Rolland qui a inventé cette idée géniale du sentiment océanique, c'est-à-dire le sentiment tout d'un coup qu'on appartient au monde dans lequel on plonge. Le sentiment océanique de la solitude vous précipite vers le carnet et vers les pages d'écriture. D'autres moments de solitude inoubliables, il en a vécu dans sa cabane au bord du Baïkal. Quand vous êtes à 6 jours de marche d'un village, ce qui est le cas de cette cabane, 25 km d'un voisin, que vous mettez 2 jours en camion sur la glace pour y arriver, et que entre mai et juin, il n'y a aucun moyen de l'atteindre, aucun, et qu'il neige pendant 14 jours, où il pleut, où tout d'un coup il y a un orage, et que vous êtes dans cette symphonie d'éléments, dans votre toute petite œuf en bois avec 2 chiens, et que vous avez toute cette extraordinaire expression symphonique, même, je pense, le plus urbain, le plus sophistiqué des intellectuels aurait succombé. Je pense à la force du vivant. Et du coup, voilà, c'est une symphonie. C'est le chant du monde. Et donc là, il y a ces moments-là, de souffle. Mais est-ce que c'est du bonheur? Je n'en sais rien. En montagne, vous avez vécu des choses? En montagne, ça m'est arrivé, bien sûr, de vivre ces choses-là. Je me souviens d'ailleurs, par exemple, très bien. C'est pas forcément des moments longs, ce sont des petits moments. Je me souviens très bien de 2 jours d'ouverture de voie avec Daniel Dulac sur la falaise de Socotra. Et j'ai eu 2 moments comme ça. Une falaise de Socotra qui est une île dans la mer d'Oman, à quelques encablures de la Somalie, au large du Yémen. Et il y a des grandes parois comme ça de grès qui s'enracinent dans des dunes. Et puis il y a la mer d'Oman avec le ressac, on entend l'écho, c'est magnifique, c'est à la fois hors du monde, hors du temps, on a l'impression que le paysage a été peint par un peintre orientaliste, enfin bref, et il grimpait, donc moi je faisais le second, et on est arrivé au sommet de pleine nuit, à 2h du matin, et là, il y a le gradient thermique s'est complètement inversé. Au moment où on est arrivé au sommet, on a senti le souffle chaud, les arômes de l'air odorant, les plantes aromatiques, tout ça. On est resté comme ça pendant un quart d'heure dans la nuit, c'était 2h du matin. Et puis, il n'y avait plus vraiment de danger. Enfin bon, il fallait redescendre, mais
Et là, il y a cette dilatation. Ça, je l'ai ressenti, comme parfois devant ma fenêtre dans ma cabane. Mais comme parfois ici, d'ailleurs. Parce qu'au fond, là, on touche un problème très important pour le voyageur, c'est que au bout d'un moment, quand on lit beaucoup de poésie, on se dit, mais à quoi bon, en fait? Est-ce qu'on a véritablement besoin de partir? Vous voyez, là, par exemple, je suis en train de lire « Vivre dans le feu » de Marina Tsvetaeva, qui est cette grande poétesse russe qui s'est exilée ensuite à Berlin. Et le degré d'intensité de vie de cette femme, qui voyait un monde dans une théière, dans un filet de fumée, dans un rayon de soleil, dans le sourire ou la grimace ou le masque de quelqu'un, l'âme était tellement à fleur de peau, tellement ardente, elle n'avait absolument pas besoin d'aller se foutre dans des surplombs à Socotra pour éprouver quelque chose. Et bien moi, malheureusement, j'ai besoin, parce qu'il y a encore trop de croûte, trop d'épaisseur, trop de carapace. Voilà, et enfin, j'exagère un peu parce que je reconnais aussi tout ce qu'il y a de positivement vrai à cette vie, quoi, cette vie dans païenne. Mais parfois, enfin, il y a un débat en moi sur cette question-là. Sur la question de faut-il se contenter de l'arbre du Bouddha sous lequel on s'éveille et où on a le satori bouddhiste, ou bien faut-il aller convoquer toutes les ressources du monde et aller se précipiter dans le grand foutoir et dans le grand fracas de l'univers et le regarder à la Kessel, quoi. En fait, Kessel ou Bouddha, quoi. Voilà, c'est ça en fait une vie, il faut choisir. Moi, pour l'instant, j'hésite un peu au milieu, quoi, un peu comme ça, comme un... Un peu plus Kessel que Bouddha, quand même. Peut-être pour l'instant. Son ami Daniel Dulac a été l'un des plus forts grimpeurs du monde. Il se retrouve souvent. La veille, il s'était donné rendez-vous tôt le matin à Fontainebleau pour faire quelques blocs. Il n'avait pas prévu la neige. Ah ça, comment tu l'appelles? C'est le toit du cul du chien. Le cul du chien, un des rochers mythiques de Fontainebleau. Les escaladeurs viennent de très loin pour s'y essayer. Un tel surplomb en montagne, on le passe en artificiel, en pitonnant. À Fontainebleau, il y a longtemps que cela ne se fait plus. Seulement avec la neige et le froid, le tenter rend libre relève de l'impossible. Pouvoir grimper là? Non, regarde, le rocher transpire avec la neige, là c'est en train de fondre en plus. Je pense pas qu'on va beaucoup grimper aujourd'hui, mais par contre, t'as vu comme c'est magnifique. C'est un bloc qui a été fait pour la première fois il y a 35 ans. Et tu vois, c'est Joe Monchaussé. Et c'était un peu visionnaire parce que dans les années 70, faire un truc comme ça... Ah ouais, d'ailleurs, c'était pitonné à l'époque. Hein, ouais, c'était très gymnique comme escalade. Et du coup, c'était très ambitieux. Tu vois, on n'avait pas l'habitude de se lancer dans les surplombs en libre. Quand on était dans les surplombs, on passait un artif. Et d'ailleurs, c'était une voie d'artif où on voit des pitons juste à côté parce que les gars venaient s'exercer pour aller à Chamonix ensuite en artif. Fontainebleau, c'est pas réservé aux Parisiens? Au début, c'était un site qui était, je parle au début, c'est-à-dire il y a une centaine d'années, c'était un site qui était réservé, qui était connu que des Parisiens. Donc effectivement, il y avait que des Parisiens, mais l'endroit est tellement exceptionnel, c'est tellement un lieu où on retrouve toutes les qualités nécessaires à l'escalade, de technique, de précision, de toucher de rocher, des qualités gymniques, parce que on s'exerce comme en gymnastique, donc on retrouve tout le condensé de l'escalade pour s'entraîner, s'exercer, et même le rocher est tellement atypique, et c'est devenu un site mondialement connu. Fontainebleau, aujourd'hui, on peut dire que c'est une des Mecques, un des temples de l'escalade. Lui, c'est un champion de bloc. Mais moi, je considère plus l'escalade comme un voyage, en fait, sur les parois. Et c'est pour ça que j'ai été tellement heureux de rencontrer Daniel. C'est que lui aussi, il a quitté la compétition et il a commencé à entretenir ce rapport de voyage avec l'aventure, quoi, de réduction de l'existence dans le temps d'une ascension. Et ça, on adore ça. Et c'est pour ça qu'il m'a emmené faire des voies dont je ne pouvais même pas rêver. Au Dru, dans le Gard, sur l'île de Socotra, dans le Vadirom, au Verdon, dans les Calanques, des grandes voies qui sont comme de grands passages, quoi, sur la paroi, et où on passe toute la journée et on arrive le soir
au sommet comme au soir de sa vie, après avoir vécu une existence. Les aplats sont sous la neige et mouillés, donc je pense pas que je vais y arriver. Mais je vais essayer. Ça m'amuse. En fait, c'est super glissant et du coup, entre le froid au bout des doigts, ou plus on monte, même si on se les réchauffe avant de partir, on a de moins en moins de sensations parce qu'on a les doigts comme des bouts de bois, plus l'humidité et il n'y a plus d'adhérence. Donc à tout moment, je peux glisser et m'écraser au sol et c'est ça qui est dangereux. À cette hauteur-là, tu vois, j'ai les pieds qui sont presque à 3 mètres du sol, donc le bassin au-dessus de 3 mètres et donc là, la chute, elle est... Même si là, le sol est plat et la chute est bonne, il y a les matelas de réception, j'ai pas envie de me faire mal. On va s'arrêter là. Bon, t'essayes ou pas? Non, moi je sais pas, c'est même pas la peine. J'y arriverai pas à faire le... Je sais même pas si j'y arriverai au bidois. Ouais, si, le bidois, si. J'ai énormément grimpé, mais des choses qui étaient à ma portée, de grimpeurs extrêmement modestes. Et comme c'était moi qui amenais mes amis, autant vous dire que les cordées n'étaient pas très performantes. Et un jour, quand j'ai rencontré Daniel et que j'ai eu la chance qu'il accepte de me faire grimper, et que peu à peu cette amitié est née d'abord au pied des voies, puis dans les parois, puis ensuite au sommet des grandes voies qu'on a grimpées, c'est véritablement une nouvelle dimension de l'alpinisme que j'ai découverte et une porte qu'il a poussé pour moi et il m'a tendu la main sur le seuil, il m'a fait rentrer dans cette dimension de l'alpinisme. Regarde, tu vois, c'est mouillé. Tu es allé prendre du sable. Avant que je rencontre Sylvain, et j'ai rarement eu une relation avec un compagnon de cordée aussi profonde, aussi intense, aussi complice. Le rythme, des mouvements. Puis je crois qu'il aime ça, être dans la difficulté. Mais moi, il y a une chose que j'aime beaucoup dans le symbole de la cordée, c'est l'idée que au fond, c'est deux solitudes qui décident de s'attacher ensemble. Et on retrouve cette symbolique dans certaines relations de la vie qui sont, à mon avis, les plus belles, qui sont les vraies relations d'amitié, qui supportent l'absence, qui supportent le silence, qui supportent la distance, qui sont les vraies relations d'amour. Avec des femmes qui vous accueillent à la table de leur propre solitude. Ça arrive aussi parfois, et vous-même décidez un jour d'accueillir une femme dans la solitude de votre propre auberge. Sylvain Tesson nous avait donné rendez-vous à Chamonix en juillet. C'est là que nous l'avons retrouvé. Il nous a emmenés au cimetière. Quand j'arrive dans une ville, c'est un des premiers lieux que j'essaie de visiter, c'est le cimetière. D'abord parce que c'est des endroits qui sont philosophiquement importants. Ils nous rappellent que tout se finit là. Et puis ensuite, j'aime bien les cimetières pour leur paix. C'est un peu une banalité de dire ça, mais finalement c'est le seul endroit où les copropriétaires se foutent la paix, les cimetières. Si bien que c'est un lieu très reposant pour l'esprit. Et celui-là, je l'aime particulièrement parce que c'est un cimetière d'alpinistes. Donc c'est un endroit plein de gravité, sans jeu de mots. C'est quelque chose d'important pour les alpinistes. Et c'est un endroit où il y a une fixation de l'histoire. Enfin, c'est ahurissant de voir que, vous voyez ici, Wimper côtoie Herzog, c'est-à-dire qu'on fait un bond d'1 siècle entre ces deux tombes et qui correspond à une évolution incroyable de l'alpinisme, des techniques, de l'esprit. Et on se rend compte, et c'est ça que j'aime dans ce cimetière de Chamonix, qu'à chaque fois qu'il y a eu des morts qui sont morts en montagne et qui finissent ici, il y a l'inscription géographique de l'endroit où ils ont trouvé la mort. Mort sur la crête de Blétière, mort sur l'Aiguille Verte, a trouvé la mort dans la Vallée Blanche, a trouvé la mort sur la paroi du Brévent. Donc on a à la fois l'inscription géographique de l'endroit où il y a eu la mort, et souvent il y a marqué mort dans l'exercice de sa passion. Si bien qu'en fait, on n'est pas du tout dans cette espèce de haine farouche de la montagne qui aurait ravi une vie et à laquelle on opposerait une sorte de volonté de vengeance ou de détestation.
l'Alpe tueuse, comme on disait dans les années 30. Il me semble qu'aujourd'hui, les gens qui meurent en montagne, comme disait Buzzati, mourir en montagne, c'est un acte de foi. Et moi, je crois beaucoup à ça. Il y a une idée de mourir dans l'exercice de sa passion, mourir dans un endroit où on a été tellement heureux. Et puis on sait qu'il y a un risque, on sait que c'est dangereux. Et donc tout d'un coup, parfois, la montagne vous fauche. Mais après tout, c'est moins morbide que de crever à petit feu dans la routine d'un bureau. Vous avez peur de cette peur? Bah oui, moi bien sûr que j'ai peur en montagne. Oui, d'ailleurs moi je suis extrêmement prudent, je fais très très attention. J'ai pas du tout peur de la mort violente moi. Parce que j'ai peur de tout ce qui n'est pas la mort en fait, et tout ce qui est l'antichambre de la mort, c'est-à-dire l'agonie, l'hôpital, l'accident, tout ça me fait peur. En revanche, la mort violente me fait absolument pas peur. Parce que au contraire, je trouve. Moi ça me déplairait absolument pas d'avoir un glacier pour tombeau, quoi. Je trouverais ça plus chouette qu'une pierre tombale avec des chrysanthèmes. Et il me semble qu'un caveau qui serait un glacier, dont vous savez en plus qu'il va vous conserver et que vous allez continuer le voyage, puisqu'au rythme de quelques mètres par an, il avancerait. C'est magnifique. Ça serait un tombeau mouvant qui vous ferait finalement continuer, qui me ferait, moi, si je tombais dans une crevasse, continuer le nomadisme que j'ai toujours cherché à célébrer dans ma vie. Moi, il y a quelque chose qui me fascine beaucoup moi, dans ce cimetière, c'est que le fait de savoir que l'alpinisme a ravi tellement de vies n'empêche pas les alpinistes de continuer. Or, il y a là une anomalie dans notre société, parce que au fur et à mesure que nous avançons dans les décennies, l'Europe occidentale se prémunit de plus en plus, non seulement de l'image de la mort, mais même de son éventualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mort est devenue quelque chose de scandaleux. Et il me semble que l'alpinisme, encore une fois, sans être du tout une activité morbide où on va à la recherche de la mort, car c'est plutôt une exaltation de toutes les vertus de la vie, l'alpinisme, mais il me semble qu'il y a quand même un comportement assez sain face à la mort, avec quelque chose qui ne la refuse pas. Et je trouve ça bien dans une société qui ne veut plus prendre de risques, qui n'accepte plus le risque, qui prend le risque pour un scandale, qui prend même le risque pour un délit. Et vous verrez qu'on verra tous un jour, je suis persuadé, le jour où les piétons seront obligés de porter des casques dans la rue. Mais ça viendra un jour. Eh bien, l'alpinisme, me semble-t-il, est une petite résistance contre ce penchant qui vise à dire que la mort est quelque chose de scandaleux. Depuis plusieurs années, c'est à Chamonix que Sylvain retrouve Cédric Gras, cet ami géographe comme lui et aussi écrivain, avec lequel il a beaucoup arpenté les taïgas de la Russie orientale. C'est lui qui doit brûler ses carnets intimes. Ils vont passer une dizaine de jours ici, à grimper. Говорите нормально на русском, пожалуйста. Нет, как ты думаешь наш маршрут Сегодня шоколада? Сегодня наш, конечно. Нормально, Qu'est-ce que vous сложно, vous сложно. racontez? On parle de la balade d'aujourd'hui. Non, il me corrige mon russe en fait. Non, il dit que des gros mots en russe. Cédric parle très bien le russe parce qu'il a vécu une année à Tomsk, Omsk. où il a appris le russe. Et après, il est devenu le fondateur de l'Alliance française de Vladivostok. On a trois passions en commun. On a le voyage au long cours, le nomadisme aventureux, la géographie, que nous avons étudié l'un et l'autre à l'université et qui fonde à mon avis, un peu notre regard sur le monde, davantage que l'histoire ou que la littérature ou que toute autre science. Et puis l'amour de l'alpinisme, voilà, auquel on pourrait déjà rajouter l'amour des livres. Et enfin, tous ces points communs font qu'on a fini par contracter une amitié malgré la grande différence d'âge qui nous sépare et qui fait de moi déjà un vieux sage alors que lui est encore un jeune adolescent mal achevé. Et voilà, et donc on se voit peu, contrairement aux amis par exemple qu'on peut avoir à Paris, on se voit peu parce que Cédric habite une partie de l'année dans l'ex-URSS. En fait, je crois que j'ai vu plus, si on compte le nombre de jours de fréquentation de Sylvain Tesson, je crois qu'on s'est plus vu en Russie ou en voyage qu'en France, à Paris. Très certainement d'ailleurs. Ah oui, parce que c'est vrai que moi je viens de voir de temps en temps en Russie. Et en montagne, En montagne? c'est lui qui vous emmène? En escalade, oui. Il est physiquement plus affûté pour l'escalade. Et puis il a beaucoup plus grimpé que moi en rocher. Lui c'est plutôt la glace, moi c'est plutôt le rocher, et du coup c'est vrai qu'on fait une chouette cordée parce qu'on peut inverser les rôles en fonction de la nature du terrain. Vous l'attendiez là?
Oui, bien sûr, je l'attendais à Chamonix, il va rester une dizaine de jours et on va aller grimper peut-être à l'éperon des Cosmiques pour faire une petite acclimatation. Puisque ce que Rébuffat appelait le jardin féerique est aussi un jardin d'acclimatation. C'est bonne celle-là, non? Oh, merde. 1 an qu'ils ne se sont pas vus. Et même, crampons aux pieds, ils ne résistent pas au besoin de se raconter leurs nouvelles amours littéraires. Je me suis mis à lire Mishima aussi. Mishima, l'un des grands de la littérature japonaise. Ah, c'est fantastique, t'as lu Le Pavillon d'Or? Non, pas encore. Confession d'un masque? Ouais, j'ai lu. T'as lu Le Soleil et l'acier? Le plus beau, c'est Le Pavillon d'Or. Ah, j'ai lu ta nouvelle. Ah, Une matinée d'amour pur. Voilà. Ouais, avec la nouvelle Patriotisme. Quand il raconte le harakiri d'un officier et de sa femme. Et il commence par « Ils étaient beaux à faire pleurer les dieux ». Et sa femme l'aide à mourir en l'égorgeant. Et tu sais que en fait, c'est la préfiguration de ce qui lui arrive à Mishima en 73, quoi, quand il décide de se suicider. En prononçant cette phrase géniale au nom du passé à l'avenir, quoi. Ouais, bien sûr. C'est pas une déformation de tes fenêtres? Non, bah, tu sais bien que chez moi, tout est parfaitement vérifié. Ce qu'ils vont escalader ce matin, les 250 mètres de l'éperon des Cosmiques, une voie ouverte par Gaston Rebuffat, le guide mythique qui avait baptisé ces cathédrales de pierre le jardin féerique. J'ai commencé à avoir envie de grimper grâce à Rébuffat et Frison Roche. Et même plus que grimper, voyager en fait. C'est parce que moi j'ai commencé à voyager d'abord par les montagnes. À chaque fois que je suis parti à l'étranger, c'était pour faire de la montagne. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai abandonné la montagne pour faire d'autres choses. Mais c'est presque par ces livres que j'ai commencé à voyager. Ouais. Alors, c'est bien, non? On garde ce rythme, ça va. Maintenant, on va grimper, ça va être plus facile. Ouais. Plus facile parce que beaucoup plus lent, Ce qu'il faut pas faire, c'est aller trop vite. bien sûr. En fait, là, on a fait le plus dur. Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire le plus chiant. C'est vrai que c'est une école de la clochardisation de luxe, l'alpinisme. Parce que ça impose la rusticité, ça impose de pas trop s'écouter, quoi. C'est-à-dire le contraire de ce qu'on vit dans les sociétés d'en bas et les sociétés postmodernes, où il faut absolument être en dévotion par rapport à son corps et à la moindre de ses petites humeurs. Et l'alpinisme, c'est vrai que très vite, quand on fait des tracés, quand on dort quelques nuits en refuge et tout, on dit « ah, c'est clochard, quoi ». Mais c'est une clochardisation magnifique, c'est la clochardisation céleste, quoi, à la Kerouac. Ça, on est à chiche quand même. Mais Certes. C'est une face sud, près de l'aiguille du Midi, dans un granit exceptionnel. C'est une vieille course classique ouverte par Rebuffat. Mais j'aime bien Rebuffat parce que dans ses livres, il exprime quelque chose qui est la montagne heureuse, en fait. Vraiment l'hédonisme montagnard. Alors qu'il arrive parfois que des alpinistes développent un peu le discours de la souffrance nietzschéenne, de la confrontation de l'homme seul au milieu des éléments et tout, et de faire il arrive de temps en temps dans certains textes ou en écoutant parler certains alpinistes qu'on soit dans une espèce de mystique comme ça de la douleur. Moi, j'aime pas ça. J'aime mieux la montagne telle que Rebuffat l'évoquait. Et d'ailleurs, si on étudie son champ sémantique, il y a toujours les mots de jubilation, de joie, de jardin féerique, de symphonie, de la lumière, de partition des éléments. Il est dans une sorte de jubilation bouillonnante, permanente et à l'écoute de sa joie quand il grimpe. Et ça, je trouve que c'est bien. Moi, la joie, en fait, je m'en fiche un peu. La joie, j'aime bien la voir exprimée par un écrivain.
Mais pour moi, c'est pas le sentiment que je recherche le plus. Le bonheur, je trouve que parfois c'est une entrave à l'action, quoi. Quand vous êtes heureux, ben, vous restez en bas à boire de la bière en disant qu'est-ce que je suis heureux. Non, moi je pense que l'insatisfaction est un bon moteur de vie, je crois, et l'insatisfaction est assez antinomique du bonheur. Puis moi, la pratique de 20 ans de voyage en Russie m'a assez guéri du bonheur. Parce que quand vous voyagez en Russie, vous vous apercevez, vous avez une forte conscience, comme ont les Russes d'ailleurs, du tragique de la vie et de l'absurdité de la vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime l'alpinisme, parce que l'alpinisme oppose à l'absurdité de la vie une absurdité encore supérieure. Et du coup, c'est ça que j'aime bien, moi, dans l'alpinisme. C'est vrai que c'est complètement idiot de monter une montagne pour aussitôt la redescendre. C'est idiot, mais en même temps, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus vital, il n'y a rien de plus magnifique, il n'y a rien de plus exaltant. Et en même temps, il n'y a rien de plus absurde, mais l'absurde n'est pas complètement une fausse valeur. Moi, j'y crois beaucoup à l'absurdité. Je ne parle pas du nihilisme, mais je parle de l'absurdité comme fatalisme. Voilà, cette vie, de toute façon, se terminera mal pour tout le monde. Alors, autant décider d'opposer au pessimisme intérieur une grande force extérieure et un grand optimisme de l'action et de la volonté.